Jamal Khashoggi est mort. Le journaliste saoudien a été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul. Les autorités saoudiennes l'ont finalement reconnu à l'aube. Décryptage dans ce journal avec Armel Charrier. Plusieurs explosions dans des bureaux de vote de Kaboul. Il y a des morts et des blessés. Les Afghans sont appelés pour des élections législatives. Près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. La caravane des migrants partis du Honduras, ils sont plusieurs milliers à se diriger vers les États-Unis. Donald Trump a menacé de couper les aides de son pays au Honduras. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La confirmation est tombée à l'aube. L'Arabie saoudite a confirmé la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat à Istanbul. Pour Riyad, il s'agit d'une rixe avec des personnes du consulat qui a mal tourné. Le pays annonce l'arrestation de 18 personnes. 2 proches collaborateurs du prince saoudien MBS ont été limogés. Donald Trump juge crédible la version saoudienne après 2 semaines de silence. Rappel des faits avec Hélène Goutani. Le 2 octobre dernier, Jamal Khashoggi entre au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul pour obtenir des papiers en vue d'organiser son mariage. Le journaliste saoudien n'en est jamais ressorti. Inquiète, sa fiancée turque qui l'attend à l'extérieur alerte les autorités. Les vidéos de surveillance révéleront par la suite qu'un convoi de voitures est arrivé au consulat avant lui. 2 heures après son arrivée, ce même convoi quitte le consulat, direction la résidence du consul, située à quelques centaines de mètres de là. 5 jours plus tard, les autorités turques alertent les médias. Un groupe d'hommes de nationalité saoudienne est arrivé à Istanbul la veille de la disparition de Jamal Khashoggi. Première réaction officielle de Donald Trump qui déclare attendre plus d'informations, mais ne veut pas mettre en péril les contrats d'armement signés avec l'Arabie Saoudite qui atteignent des milliards de dollars. Je n'aime pas l'idée de stopper l'injection de sommes faramineuses injectées dans notre économie. Le jour même, les révélations du Washington Post font la une de la presse internationale. Selon le journal, les autorités turques ont la preuve par le biais d'enregistrements audio que Jamal Khashoggi a été tué. Des accusations rejetées le lendemain que Riyad qualifie d'infondées, mais sous la pression, l'Arabie Saoudite accepte d'ouvrir les portes du consulat. Et le 15 octobre, les enquêteurs turcs accèdent enfin au bâtiment. L'enquête se concentre sur plusieurs pistes telles que les preuves matérielles trouvées à l'intérieur du consulat qui ont été recouvertes ou repeintes. Le même jour, après une discussion téléphonique avec le roi, le président Trump évoque la possibilité que Khashoggi ait bien été tué. Le roi dément fermement toute connaissance de l'événement. Il ne savait pas. Je ne lis pas dans ses pensées, mais il a semblé que cela aurait pu être des tueurs hors de contrôle. Le jour suivant, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo arrive à Riyad pour une rencontre avec le prince héritier, avant de s'envoler pour une visite à Ankara. Alors qu'à Istanbul, les enquêteurs fouillent la résidence du consul pour la première fois, la presse turque révèle des détails macabres de l'enregistrement audio et rapporte que la voix du consul saoudien a été identifiée. Les autorités commencent alors leurs recherches dans cette forêt où des restes de Khashoggi pourraient bien avoir été emmenés. 15 employés turcs du consulat sont aussi interrogés. Quelques heures plus tard, l'annonce vient de Riyad par un média d'État, admettant que Jamal Khashoggi est bien décédé entre les murs du consulat. Mais selon la déclaration, le journaliste aurait trouvé la mort au cours d'une risque avec des personnes rencontrées sur place. 18 Saoudiens auraient été arrêtés. Réaction ce matin de la fiancée de Jamal Khashoggi dans un tweet. Hatice Cengiz écrit « Le cœur est en deuil, les yeux sont en larmes et ton départ nous rend triste, mon cher Jamal ». Fin de citation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit profondément troublé. Il demande une enquête rapide, approfondie et transparente sur cette affaire. Armel Charrier, Mohamed Ben Salman dit MBS, va-t-il pouvoir conserver son statut de prince héritier ? C'est la grande question derrière cette crise diplomatique que l'on voit. Officiellement, ça y est, l'Arabie Saoudite reconnaît la mort de Jamal Khashoggi, mais on voit bien que la théorie selon laquelle il serait mort d'une rixe avec des coups de poing ou alors par étranglement est assez floue, qu'elle ne dit pas ce qu'il en est du corps et que en aucun cas elle n'est aussi carrée que ce qu'expliquent les enquêteurs turcs qui ont eu accès effectivement à des écoutes. Alors au milieu de tout ça,
c'est évidemment l'image de MBS qui se joue parce que c'est le prince héritier, qu'il veut une personnalisation du pouvoir en Arabie Saoudite extrêmement importante, qu'il a évacué tous les princes qui pouvaient lui faire de la concurrence. Donc forcément, tous les regards se portent sur lui aujourd'hui. Et vous l'avez bien entendu, les Américains qui ont des forts contrats d'armement avec lui veulent avant toute chose le protéger. C'est pour ça que Donald Trump, dans un premier temps, avait parlé de ce qu'il avait appelé les rogue killers, c'est-à-dire des gens sans foi ni loi qui auraient tué Jamal Khashoggi sans justement en informer MBS et pour le faire trébucher au niveau de la scène internationale. Cette piste-là, pour l'instant, n'a pas été retenue par l'Arabie Saoudite, mais se pose la question de qu'est-ce que va devenir ce jeune prince. Alors, il y a aujourd'hui des contrats très importants qui sont signés pour que son image médiatique soit bien exposée dans les pays européens et dans les pays d'Arabie Saoudite, tout un lobbying qui est fait autour de lui. On s'appuie sur lui, les Américains, pour faire une politique en Israël, en espérant qu'il va y avoir une reconnaissance d'Israël de la part de l'Arabie Saoudite, qui pourrait se faire un peu comme l'Égypte l'avait fait en son temps. Il y a évidemment le choix de l'Arabie Saoudite par le pétrole, mais il y a le choix de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, qui est un choix extrêmement ferme. Toutes ces questions-là, elles sont un peu remises sur la table avec toute cette histoire derrière. Merci beaucoup Armel Charrier pour votre analyse. Merci à vous. Des élections législatives en Afghanistan déjà endeuillées ce matin, des explosions meurtrières à proximité des bureaux de vote à Kaboul. Les talibans ont prévenu qu'ils allaient recourir à la violence. Plus de 2500 candidats postulent pour 249 sièges du Parlement. Au moins 10 candidats pendant la campagne ont été assassinés, les autres sont menacés. Antoine Fenot. 3 ans de retard. C'est ce qu'il aura fallu aux Afghans pour avoir l'occasion de se choisir de nouveaux députés. Des Afghans en grande partie désabusés qui dénoncent une élite politique corrompue et le manque de transparence du Parlement. Nous voulons un Parlement transparent. Nous sommes perdus. Chaque jour, il y a des morts et tout ça à cause d'un manque de transparence de l'ancien Parlement. Nous n'aurions pas tous ces problèmes si notre Parlement était honnête. Une impression confirmée par l'ONG Transparency International qui place l'Afghanistan parmi les pays les plus corrompus au monde. L'ONG pointe du doigt le manque d'efforts du président Ashraf Ghani et de son gouvernement pour remédier au problème. Conséquence, beaucoup d'Afghans doivent payer des pots de vin pour des services publics médiocres. Autre préoccupation majeure, l'insécurité. Après 17 ans de guerre, les talibans contrôlent toujours de larges zones rurales. Une menace à laquelle il faut ajouter celle plus récente du groupe État islamique. Les djihadistes de l'organisation ciblent régulièrement la minorité chiite du pays. Les autorités ont annoncé la fermeture de 2000 bureaux de vote sur les 19 000 que compte le pays par crainte d'attaque. Un contexte tendu, mais une élection cruciale pour le gouvernement afghan, avec un message, affirmer la solidité du système institutionnel. Il est très important de montrer aux talibans que le gouvernement et les institutions afghanes fonctionnent. Ce serait un message fort envoyé aux insurgés et aux talibans, leur montrant qu'ils doivent faire avec un processus politique accepté par la majorité des Afghans. Autre source d'inquiétude, le discours des talibans est aujourd'hui suivi par celui des religieux les plus conservateurs. Pour eux, l'influence occidentale en Afghanistan est la source des difficultés du pays. Une chose est sûre, pour les presque 9 millions d'électeurs, cette élection s'annonce comme un test grandeur nature avant l'élection présidentielle d'avril. Des milliers de militants indépendantistes de Taïwan descendent dans les rues pour un grand rassemblement. Ils exigent un référendum sur l'indépendance. Ces groupes veulent faire pression sur le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen à l'approche des municipales en novembre. Taïwan se considère comme un État souverain mais n'a jamais demandé le divorce avec Pékin. La Chine, elle, a prévenu qu'elle userait de la force si nécessaire. Le calme est revenu à Anjouan. Après 4 jours d'affrontements, le gouvernement des Comores a proposé l'impunité à ses opposants contre la remise de leurs armes. En début de soirée, les rebelles ont obtenu un délai jusqu'à ce samedi. Depuis lundi dernier, les violences ont fait 3 morts sur l'île. Une marche de migrants, des milliers ont quitté le Honduras pour passer la frontière entre le Guatemala et le Mexique, mais ils ont été arrêtés par les gardes frontières. Explication d'Hélène Goutani et Yuka Royer. Nous voulons juste vivre et travailler, c'est le message qu'ils tentent de faire passer à travers la frontière. Après avoir marché durant des jours, ces migrants d'Amérique centrale veulent passer au Mexique avant d'aller plus loin. Nous ne bougerons pas jusqu'à ce qu'ils nous laissent passer. Nous sommes des gens honnêtes et respectables.
Nous ne sommes pas obligés d'aller aux États-Unis, nous pourrions aller n'importe où. J'ai marché durant 8 jours, j'ai mal aux pieds, je suis fatigué et j'ai faim. Un no man's land sur le pont qui relie le Guatemala au Mexique. Un barrage a été dressé à quelques mètres seulement de la rive mexicaine, mettant un terme à l'avancée de la caravane. Désespérés, certains n'hésitent pas à sauter à l'eau ou attendent des radeaux. Plus tôt, des violences ont éclaté entre les migrants et la police des frontières mexicaines. Ils tentaient alors de forcer le passage au checkpoint, ignorant les appels des autorités à traverser en ordre. Quelques douzaines d'entre eux sont parvenus à continuer leur chemin à travers les fumées de gaz au poivre, tandis que d'autres battaient en retraite. Les portes se sont alors fermées à nouveau. La caravane est partie de la ville de San Pedro Sula, dans le nord du Honduras. Des centaines de personnes ont rejoint sa route le long du chemin. Beaucoup fuient la criminalité et la pauvreté de leur pays. Peu importe si cela nous prend 1 mois, nous continuerons à marcher, nous continuerons ce combat, même avec nos enfants. Le Honduras, le Guatemala et le Salvador font partie des pays les plus pauvres et les plus violents du continent américain. Leurs ressortissants constituent la majeure partie des personnes qui, chaque année, sont arrêtées en tentant de rentrer illégalement sur le sol américain. En route vers Mercure, dans la nuit de vendredi à samedi, la fusée Ariane 5 a décollé de Kourou en Guyane. À son bord, 2 sondes spatiales. Leur mission, étudier la surface, l'intérieur et l'environnement de la planète Mercure. Cette planète est la moins explorée du système solaire. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention et l'information continue sur France 24.